pense qu'à la fin de l'année 2019, on en sera à peu près 500 conférences gesticulées qui ont été faites et qui circulent en France, et ça va continuer. Donc on est à la naissance d'un mouvement. Je m'appelle Franck Lepage, je suis défini dans ma fiche Wikipédia comme militant d'éducation populaire, ce qui ne veut rigoureusement rien dire à 99,9% de la population. J'ai travaillé pendant longtemps dans l'animation socioculturelle en essayant de retrouver la dimension politique initiale de ce qu'on appelait l'éducation populaire, à savoir la façon dont des gens s'instruisent politiquement et non pas vont faire du yoga pour s'épanouir individuellement. Nous avons fondé en 2007 une coopérative d'éducation populaire qui s'appelait Le Pavé et qui faisait de l'éducation politique en fait, qui essayait d'inventer des méthodes d'éducation politique. Parmi ces méthodes, on a inventé, entre guillemets, un truc qu'on a appelé des conférences gesticulées, qui consistaient en fait, qui sont des conférences pour expliquer un problème politique, mais à partir de son propre vécu. C'est-à-dire c'est des conférences incarnées. Contrairement à une conférence classique où il y a un universitaire qui a travaillé un sujet et qui vient nous l'exposer, là c'est pas le cas. Là c'est plutôt une infirmière qui vient nous parler de ce qui est en train de se passer à l'hôpital et puis qui essaie de faire de l'analyse à partir de ça. Et donc ces conférences gesticulées ont connu un succès inattendu, notamment à cause de YouTube je pense, qui fait que de plus en plus de gens sont venus nous voir en disant j'aimerais bien en faire aussi, j'ai des choses à dire, et qu'aujourd'hui on se trouve... Je pense qu'à la fin de l'année 2019, on en sera à peu près 500 conférences gesticulées qui ont été faites et qui circulent en France, et ça va continuer. Donc on est à la naissance d'un mouvement, un mouvement de reprise de parole publique sous cette forme-là. Donc me définir dans ces conditions, c'est quoi? Je suis quoi? Je veux dire, vu de l'extérieur, on pourrait dire je suis intermittent du spectacle, je suis donc non, je fais pas du théâtre, je suis prophète indépendant. Non mais maintenant, si tu veux me définir toi, je suis preneur. Hein. Je veux dire, comment tu me définirais? Moi, je dirais militant aussi. Militant, ouais. Je dirais éducateur politique. Je me suis défini longtemps comme intellectuel, si tu veux, dans la mesure où c'est un terme qui est très mal vu en France. C'est-à-dire, en gros, quand on traite quelqu'un d'intellectuel de gauche, notamment les universitaires n'aiment pas ça. Et en fait, moi, ça m'allait très bien. Si tu dis, mais au fond, c'est ça que je fais. Enfin, je veux dire, je brasse des concepts et des idées que je vulgarise, que je diffuse. Donc ça, c'est voilà, je suis intellectuel, enfin, tu vois, mais intellectuel au sens le plus simple du terme. Militant, ça renvoie très très souvent dans l'esprit des gens au fait de militer au sein d'une organisation, d'un organisme, d'une organisation politique. Je suis militant à Attaque, t'es militant, etc. Oui, c'est comme quand on dit à quelqu'un, présente-toi, il se présente par son statut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait. D'ailleurs, tu dis, je suis mère au foyer, je m'occupe de mes 3 enfants, tu vois. C'est ce qui est un statut curieux en fin de compte. On est dans un système qui rend tout le monde dingue. La démarche qualité, ça rend dingue, ça tue, ça rend dingue. Les gens se suicident, se jettent par la fenêtre avec la démarche qualité, d'accord ? Si tu veux, quand tu passes 30 mois au chômage, essayer de faire pousser des oignons, tu te remets à vivre, en fait. Sauf que tu arrives à la fin de tes droits. Et là, c'est un moment extrêmement angoissant. C'est un moment qui est vraiment dangereux, en fait. Parce que tu réalises qu'il va falloir que tu retournes dans la fournaise, que tu retournes à l'emploi. Or, ça fait 30 mois que tu n'es plus employé, mais que tu travailles. C'est-à-dire que tu fabriques des choses intelligentes avec des gens. Et il va falloir que tu retournes t'aliéner dans un truc à la con. Dans mon cas, il aurait fallu que j'aille mendier une collectivité publique pour qu'il m'engage comme chargé de mission territoriale de développement local de je sais pas quoi, enfin tu vois, en gros, voilà, des trucs comme ça. Et en fait, tu t'aperçois que tu peux pas le faire, c'est impossible. Alors, il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc il y a une période qui est très très effrayante. Tu te dis, mais je peux pas, en fait. Mais en même temps, il faut payer la baraque, tu vois. Le hasard a fait qu'il y a eu une combinaison de facteurs qui fait que je me retrouve à faire une expérience à Avignon qui est je monte sur scène et je raconte tout ce que j'ai vécu. Mais c'était vraiment une expérience, c'était un one shot comme ils disent, c'était un gag. Je monte sur scène, je me colle un nez rouge et je raconte.
sauf que moi, ce que je propose au directeur de théâtre avec qui on discute, c'est de tout raconter. C'est la fameuse anecdote que j'ai déjà racontée, où je lui écris vraiment que je voudrais parler 72 heures. Et où je lui propose de monter sur scène et puis de tout raconter. En fait, je veux me purger, et c'est ça la base d'une conférence gesticulée. C'est-à-dire, c'est soit je fais une conférence gesticulée, soit je fais un cancer au stade où j'en suis arrivé. J'ai tellement compris de choses du système. Je ne veux plus retourner dans le système, mais je comprends le système. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux dire, je déprime chez moi, je me fais une dépression nerveuse, je fais quoi avec ça? Je veux dire, j'ai bouffé des projets bidons dans des participations des habitants bidons, je veux dire, pendant des journées, pendant des heures, je veux dire, j'ai négocié des budgets de 14 millions de francs pour faire des... Enfin, tu vois, je veux dire... Mais quand tu fais ça, tu t'aimes pas, tu détruis ton image de toi. On est dans un système qui rend tout le monde dingue. La démarche qualité, ça rend dingue, ça tue, ça rend dingue. Les gens se suicident, se jettent par la fenêtre avec la démarche qualité, d'accord? Cette horrible chose qui s'appelle France Compétences, qui est en train de tuer tous les métiers et de les remplacer par un truc bidon qui sont les compétences, ils en ont rien à foutre du contenu. Ce qu'ils veulent, c'est que tu dises les mots. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un système où on est en train de nous soumettre avec une idéologie totalitaire qui passe par du langage. Ils s'en tapent de ce que tu fais. Ils s'en foutent complètement. Par contre, il faut que tu respectes le protocole et qu'ils vérifient que tu le respectes. Autrement dit, on te demande de te soumettre à un truc. Bon. Il faut que tu arrives à un degré de saturation de ça pour dire je vais le dénoncer si tu veux. Mais il n'y avait pas de forme. Je veux dire, l'infirmière qui travaille dans un EHPAD et qui voit son équipe réduite à un tiers des effectifs et qui a plus de couches pour les vieux et qui les laisse toute la journée dans leur merde alors qu'elle voudrait faire autrement, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Elle va pas écrire un livre. Elle va pas faire une vidéo, enfin tu vois, je veux dire, elle va même pas se syndiquer. Enfin, d'un seul coup, il y a cette forme qui est la conférence gesticulée, qui est une espèce de façon insolente, mal foutue, brinque-ballante de monter sur scène et de raconter, si tu veux. Et en fait, c'est pour ça que ça s'est mis à marcher, notre truc. C'est-à-dire que on a rencontré une demande, enfin, on n'avait pas anticipé ça, si tu veux, mais on rencontre une attente qui est démentielle. Enfin, les gens, ils sont en train de devenir fous. Ce système est incroyablement dangereux. Donc j'ai proposé à ce directeur de dire, je veux tout raconter, mais pour me purger. Puis après, comme ça, je passe à autre chose. Et donc je lui écris, ça va durer 72 heures, j'ai fait le calcul. Et donc il me répond, 72 heures, c'est culotté ton truc, tu veux pas essayer 1 heure pour voir? Et donc je lui dis, mais non, 1 heure c'est un spectacle, t'as rien compris, enfin je te demande pas de faire un spectacle, j'en ai rien à foutre, je veux tout raconter. Je veux dire, j'ai travaillé avec le cabinet de Bernard Tapie à la mise en place de la politique de la ville, j'ai des trucs à expliquer sur cette horreur. Et il me dit, écoute, moi je te donne 1 heure, tu prends pas. J'avais fait du théâtre il y a longtemps à la fac de Vincennes, donc ça va, ça va. Je sais ce que c'est qu'une scène, je sais ce que c'est que des projos, ça va, ça fait peur, mais on n'en meurt pas. Et donc j'ai fait ce truc d'1 heure, mais ça devait avoir lieu une fois, c'était une expérience, vous comprenez, c'est vraiment, j'avais pas en tête de monter un dossier, de faire une compagnie, de faire un spectacle, de le vendre, jamais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce truc va provoquer une espèce de réaction. À Avignon, je commence à avoir des articles, il y a des gens qui m'envoient leur public. Là, j'avais des gens qui venaient, qui prenaient une enclume sur la gueule, c'est-à-dire ils prenaient 55 minutes de discours politique radical de gauche, ils se marraient comme des baleines et ils chialaient pendant les 5 dernières minutes. Si tu veux, je commençais à avoir des articles en disant il y a un ovni à Avignon, c'est une forme, etc. Enfin, tu vois, c'est un truc qui ressemble à rien, on sait pas ce que c'est pas du théâtre, c'est pas du conte, c'est pas du clown, c'est pas du one-man show, c'est pas du stand-up, c'est quoi? Enfin, tu vois, quand il m'avait demandé qu'est-ce qu'on met, il m'avait dit vous mettez théâtre, alors j'ai dit non. Conte, je dis arrêtez, vous allez me fâcher avec tout le milieu du conte. Enfin tu vois, et puis au bout d'un moment, le mec il me dit mais on met quoi? Et je lui dis mais mettez conférence gesticulée. C'est une bêtise si tu veux, mais une bêtise qui est foutrement efficace en fait, parce qu'il y a un oxymore, c'est-à-dire dans conférence et gesticuler, ça peut pas aller ensemble, c'est impossible. La droite le récupérera pas. La droite peut pas être gesticulante, c'est pas possible. Enfin, tu vois, c'est forcément de gauche ce truc normalement. Enfin, tu vois, qui a envie de faire une conférence gesticulée? Enfin, donc voilà, donc c'est parti comme ça. Et puis en fait, ce truc-là a fait boule de neige. Et un jour, moi j'ai dit au public, j'ai dit écoutez, on a mis un cahier à la sortie, s'il y a des gens qui ont envie d'essayer, mettez vos coordonnées. Mais on pensait qu'on choperait 1 ou 2 noms. En 2 soirs, on a eu 50 noms. 50 personnes ont laissé leurs coordonnées en disant je veux faire ça. Et là, on s'est dit ok, là on vient de toucher un truc
il y a quelque chose qui nous échappe complètement, donc on s'est mis à travailler la question pour de vrai. Là, on a imaginé la formation sur 12 jours. On a essayé de comprendre comment ça marchait, pourquoi c'était puissant, pourquoi c'était politiquement... tu vois, c'est une forme de vulgarisation politique, on est d'accord, hein, de la part de quelqu'un qui n'est absolument pas légitime, qui n'a pas fait d'études au CNRS et qui monte sur scène et qui ramène sa gueule alors qu'il n'est pas supposé le faire. Et donc on s'est demandé comment ça marchait. Donc on a compris l'histoire de l'incarnation, on a compris que ce qui fonctionne, c'est pas le discours, c'est la façon dont la personne habite ce discours. Tu vois, voilà, on a développé cette espèce de mélange. Alors on a utilisé une image qui est mélangée du savoir chaud et du savoir froid, c'est-à-dire mélangée de l'expérience personnelle avec des analyses théoriques produites par des universitaires très savants, etc. Et cette rencontre entre les deux, elle est explosive. Et en fait, on aurait pu s'en douter, parce que ça a été analysé par Boltanski pour l'explosion de mai 68. En fait, c'est un sociologue français qui est un disciple d'un autre sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu. Et Boltanski, il dit il y a un truc qui ne va pas avec l'analyse de Bourdieu. L'analyse de Bourdieu, si on la suit à la lettre, il ne peut pas y avoir de révolution, il ne peut pas y avoir de révolte. Parce qu'en fait, Bourdieu montre la reproduction de la domination. Sauf qu'il y a des révoltes. Et donc Boltanski va travailler sur qu'est-ce qui fait que ça pète. Et en fait, Boltanski, il dit ça pète quand la critique sociale et la critique intellectuelle se rencontrent. En gros, quand Billancourt rencontre les étudiants, si tu veux. Et donc c'est ça qu'on fait dans les conférences gesticulées. Dans les conférences gesticulées, on mélange de l'expérience du métier avec de l'analyse intellectuelle. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans avec des intellectuels qui n'ont pas la moindre idée de comment ça se passe sur le terrain. Moi, j'ai vu des mecs, Bernard Rem, Simon Vull, écrire des livres très intéressants sur les dispositifs d'insertion, en n'ayant jamais mis les pieds dans un dispositif d'insertion. Tu vois, je veux dire, ils ont une espèce d'analyse extérieure. Et puis les gens qui font de l'insertion, eh ben, le soir, quand ils rentrent chez eux, ils ont vraiment autre chose à foutre que de lire des bouquins de sociologie. Donc, il n'y a pas de rencontre entre l'analyse intellectuelle et le vécu social. Dès que quand tu arrives à provoquer cette rencontre, c'est ce qui se passe à mon avis chez les Gilets jaunes, quand tu arrives à provoquer cette rencontre, tu fais un cocktail extrêmement explosif. Et tout est fait pour l'empêcher. Tout est organisé pour que cette rencontre n'ait pas lieu, pour que les intellectuels restent dans leur coin d'intellectuels et que les travailleurs sociaux restent là-bas. Quand est-ce qu'un travailleur social lit un livre de sociologie? Quand il est en formation, éventuellement. Mais excuse-moi, quand tu rentres chez toi le soir après une journée dans ton centre social, tu lis un bouquin de policier, tu mates une série, tu regardes la dernière saison de Game of Thrones, tu vois, mais tu te tapes pas du Bourdieu, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc si tu veux, cette rencontre, elle n'a pas lieu. En fait, la conférence gesticulée, c'est d'essayer d'organiser cette rencontre. Tous ces gens qui étaient en train de vivre leur galère individuellement en se disant c'est de ma faute, j'ai pas assez fait d'études à l'école, là, sont en train de refaire classe. Ce que j'ai vu sur certains ronds-points, enfin en tout cas ceux que j'ai fréquentés, c'est des gens qui, à partir de leur vécu personnel, de leur galère, etc., se mettent à échanger et commencent à construire de l'analyse politique à partir de ça. Pour moi, ça c'est ça de l'éducation populaire. Le mouvement intellectuel de gauche a été très réticent par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Dès le début, ils se sont bouchés le nez, en disant il y a des racistes, il y a de l'extrême droite, en plus ils se battent pour le gasoil, ils sont pas venus défendre la loi El Khomri, tu vois, on a eu droit à tout là-dessus. J'avais cité une phrase de Lénine que j'avais trouvée qui était très marrante. Lénine, John Lénine, pas confondre avec Sylvester Staline. Et donc Lénine dit un truc marrant, il dit il y a des révolutionnaires assez cons pour pas voir la révolution quand elle passe devant leur nez. Et je pense que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas possible, si tu veux, que des intellectuels, des militants de gauche aient pu snobber à ce point un mouvement d'une telle ampleur. Enfin, je veux dire, tu fermes ta gueule quand t'as un truc qui se passe comme ça. Tu respectes, tu regardes le truc. Et puis quand tu vas sur un rond-point, tu y vas pas pour donner des leçons. Voilà, t'écoutes ce qui se passe, tu vois. C'est énorme ce qui s'est passé, c'est énorme. Je veux dire, moi j'ai essayé, ce que tu dis, je suis d'accord. J'ai l'impression que, pour parler de la bourgeoisie, globalement, j'ai l'impression qu'elle a eu peur. Ben, les médias ont tout fait pour aussi. Enfin, je veux dire, si tu veux, voilà, le fait... C'est très intéressant si tu regardes les médias. Ils ont complètement, ils ont polarisé sur la violence, sur la violence, sur la casse. Si tu veux. Mais c'est tellement bien fait que même moi, quand j'étais sur un samedi où je pouvais pas y aller, si tu veux, où j'étais, etc. en France, où j'allais regarder sur RT, sur Russia Today, je sais pas quoi, ce qui se passait, je regardais si ça pétait.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est polarisé là-dessus. On attend les moments où ça va chauffer, quoi. Donc, les gens tout gentils comme ma voisine, là, ils ont été extrêmement manipulés par ça. Je veux dire, je me rappelle très bien quand on parlait en plein mouvement du gilet jaune, elle me disait oh ouais, mais moi je vois pas l'intérêt de casser, moi je peux pas, tu vois, je vois pas à quoi ça sert. Donc je lui disais mais de quoi tu parles? Je veux dire, la casse du droit du travail, je veux dire, on est en train de démolir l'hôpital public, tu me parles de quelle violence, tu parles de quoi? Oui mais non, casser des radars, ça sert à rien. Enfin, tu vois, ça marche vachement, cette dénonciation de la violence physique. Les Gilets jaunes ont joué le jeu aussi, peut-être. Il y a un moment où ils étaient vachement dans la critique sociale, où, comme tu disais, il y avait vraiment un mélange intéressant. Après, c'est passé à la critique politique avec le RIC. Et il y a eu un moment de fracture après décembre où il y a eu à la fois la frustration que ça marche pas, que cette méthode-là ne marchait pas, et qu'il y a eu la violence policière à côté, et c'est un peu passé en mode antifa, où on s'auto-légitime en faisant de la violence, et critiquer la violence, un peu comme ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, les Gilets jaunes ne sont pas condamnés à une sorte d'échec aussi. Ça dépend de ce qu'on appelle un échec. Si le contraire de l'échec, c'était que les Gilets jaunes débouchent sur une subversion générale, une révolution, oui, c'est raté pour l'instant. Je pense qu'il a des influences extrêmement profondes dans la société. Et je pense que c'est ça son intérêt. Ça va être difficile de regarder la police aujourd'hui comme des gens qui sont là pour nous protéger. Ça va être difficile de regarder les médias comme des gens qui nous informent objectivement. Enfin bon, pour plein de gens, hein, pas pour toute la population, on est d'accord. Mais je trouve qu'il y a une grosse prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Et pour moi, ça contribue à continuer à créer du rapport de force. Le capitalisme est un système, c'est Marx qui l'a dit d'ailleurs, c'est un système révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est-à-dire que le capitalisme est un système qui se renouvelle en permanence, qui s'entretient et qui se nourrit de sa propre critique, d'accord? C'est un système qui est complètement aberrant d'accumulation pour l'accumulation. Donc, un type comme François Pinault, par exemple, pourrait s'arrêter à partir d'un certain seuil de richesse. Ça pourrait sembler logique. On pourrait dire, j'ai 60 milliards, c'est bon, j'arrête. Non. C'est comme le vélo, si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Donc le capitalisme, c'est cette espèce de système qui nous emmène droit dans le mur. La seule façon de l'arrêter, c'est une révolution, il n'y en a pas d'autre. C'est une révolution violente, vraiment violente. Comme disait Mao, parce que ça fait quand même pas mal de citations que je fais toujours intéressantes depuis tout à l'heure, mais on ne fait pas la révolution avec des fleurs, enfin tu vois, je veux dire. Et donc, cette question du surgissement de la révolution, c'est-à-dire la révolution comme moment, si tu veux, d'une telle conflagration sociale qu'elle arrête le système et qu'elle passe à autre chose, qu'elle adopte le RIC, qu'elle crée une assemblée constituante, qu'elle change les règles du jeu de façon extrêmement significative, qu'elle fixe des limites au droit de propriété. La seule façon d'arriver, c'est une révolution. Donc, comme on ne peut pas prévoir quand ça va arriver, ça c'est impossible, d'accord, puisque c'est un moment où il y a un agrégat de rapport de force qui fait que quelque chose se passe. Donc, moi je pense qu'on est dans ce moment de construction de ce rapport de force. Quand les gens me disent « ça change quoi les conférences gesticulées ?» Je dis « putain, j'en sais rien ». Ce que je sais, c'est que ça contribue à l'élaboration du rapport de force, mais avec d'autres qui font autre chose. D'une certaine façon, j'en sais rien. Ceux qui font de la permaculture dans la Trémargate, tu vois, je veux dire, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon truc, mais ça contribue aussi, enfin, si tu veux, à mettre des pièces du puzzle en place. Toute la question, c'est comment ça va péter, à quel moment et pourquoi. Mais ça, je veux dire, le 13 juillet 1789, excuse-moi, dans un système autrement plus absolutiste que celui de Macron, personne ne pouvait imaginer qu'une manif contre une prison vide allait donner le plus grand bouleversement politique de tous les temps. Mai 68, ils l'ont pas vu venir. 95, excusez-moi, décembre 95, 9 millions de personnes dans la rue, parce qu'on touche aux retraites des cheminots. Attends, on s'en fout des retraites des cheminots, c'est pas... Enfin, voilà. Les gilets jaunes, il l'a pas vu venir, l'autre, il l'a pas vu venir. Qui pouvait imaginer un truc pareil? Je suis mitigé sur l'échec des gilets jaunes, si tu veux. Et évidemment, on voudrait que ça aille plus loin et que ça ait fait sauter le gouvernement de Macron. Mais, enfin, je sais pas, je trouve que ça laisse des traces vachement importantes. Mais c'est des traces en profondeur. Ce que je trouve que font les gilets jaunes, c'est qu'ils refont classe. C'est-à-dire qu'ils refont une classe ouvrière. Alors, elle s'appelle pas ouvrière, une classe populaire. C'est-à-dire que
tous ces gens qui étaient en train de vivre leur galère individuellement en se disant c'est de ma faute, j'ai pas assez fait d'études à l'école, là, sont en train de refaire classe. Pour travailler un peu sur cette autre question, le féminisme est en train de refaire classe. Il est en train de se passer quelque chose de ce côté-là, avec MeToo, avec Balance ton porc, avec tout ça, si tu veux. Les femmes sont en train de refaire classe, c'est-à-dire sont en train de se rendre compte qu'il se passe quelque chose globalement au niveau de qu'est-ce que c'est qu'être une femme face à qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Le travail des femmes non rémunérées, garder ses gosses à la maison, ça représente un tiers du PIB si on devait le payer. Il y a de nouveau une logique de classe qui se met en œuvre, et je crois que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a fait classe, qui a donné une conscience de classe. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la fin du régime représentatif, la fin de la délégitimation du système représentatif. Le mouvement, enfin le gouvernement de Macron est de ce point de vue-là extrêmement significatif. Enfin, il y a que des chefs d'entreprise, il l'a voulu comme ça, il les a recrutés par Internet. Hein. Je veux dire, l'Assemblée nationale, c'est 500 chefs d'entreprise, hein, tu vois. Et donc, ce qui se passe avec les ronds-points, c'est le passage sur le RIC, je trouve. C'est-à-dire le moment où ils passent d'une revendication fiscale, etc., ras-le-bol des taxes, machin, etc., et le mouvement se politise assez rapidement, je trouve, jusqu'à revendiquer un truc de fou qui est le RIC. Je veux dire, depuis quand Jojo le gilet jaune, comme dit Macron, se met à faire du droit constitutionnel, enfin tu vois, c'est quoi le délire? Sauf que c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que les gens se mettent ont atteint un niveau d'instruction politique suffisant pour dire mais l'environnement c'est n'importe quoi, la justice fiscale on la veut, on veut pas supprimer les impôts, on veut que vous augmentiez ceux des riches, enfin tu vois, le RIC on veut changer les règles du jeu, donc je pense que on est à un moment où le système représentatif, la démocratie délégataire, en a plus pour très longtemps. Pour le meilleur ou pour le pire. L'extrême droite aussi est anti-représentative, officiellement, d'accord? Donc, l'effondrement du système délégataire, il va donner, on ne sait pas, mais il peut donner un truc vachement intéressant comme un truc assez pourri, quoi. Mais pour moi, on y va. C'est-à-dire qu'on arrive à un tel niveau de délégitimation. Macron ne tient qu'avec les flics maintenant. Enfin, s'il n'y avait pas eu une telle répression policière, le mouvement des Gilets jaunes, il serait encore debout. C'est sûr. Je veux dire, moi le premier, je vais plus dans une manif en sachant que je vais me prendre direct du lacrymo dans la gueule. J'ai passé l'âge de... Tu vois, je suis trop vieux maintenant pour ça. Et je connais plein de gens qui allaient dans les manifs avec leur môme et tout ça. À Rennes, ils gazent direct. Donc ils tiennent avec ça. Mais c'est pas un bon calcul. C'est une erreur. Si Macron était intelligent, il ferait pas comme ça. Heureusement, il est con. Si Macron était intelligent, il jouerait pas la répression. Il jouerait l'arnaque, il jouerait la manipulation, il lâcherait des... Enfin, tu vois, je veux dire, il lâcherait des trucs, etc. Là, le fait qu'il blinde directement sur une répression d'une telle violence, ça aussi, ça crée une conscience de classe. Après, ça va être violence contre violence, hein. Tu divises les catégories populaires avec les bons et les méchants. Et les méchants, c'est l'extrême droite. Et surtout, tu ne parles pas à l'extrême droite. Moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant que la France Insoumise monte à 19%. Moi, je suis anti-électoral. Enfin, je suis anarchiste de droite, tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment commencé à voter au moment de l'élection Sarkozy. Parce que celui-là, il me plaisait pas du tout. C'est marrant parce que moi, je suis assez vieux pour avoir connu. Moi, j'ai connu De Gaulle, Pompidou, Giscard, je suis vieux. Hein. Et en fait, j'en ai toujours rien à battre. Enfin, je m'en fous. Enfin, si tu veux. Et c'est très marrant, mais au moment de Sarkozy, ça me plaisait pas du tout. Ce mec-là me plaisait pas. Il m'inquiétait, si tu veux. Donc, je suis allé voter Hollande au deuxième tour. Après, j'ai arrêté. Hein. Je vote juste au premier tour, extrême gauche, juste pour dire quoi. Bon voilà. Donc j'ai voté France Insoumise quand j'ai vu qu'au début j'ai vanné sur Mélenchon et tout ça en disant allez arrêtez. Le déclic pour moi c'est quand François Hollande sort de sa réserve et demande à ne pas et appelle avant le premier tour, il appelle à ne pas voter Mélenchon. Et là je me suis dit oula, il n'a pas appelé à ne pas voter Marine Le Pen, il a appelé à ne pas voter Mélenchon.
et il est président de la République. Ça veut dire qu'en fait, ils ont chaud aux fesses. Ils ont failli passer la France Insoumise. Ça s'est joué à 3%. Heureusement qu'il y avait Hamon pour dézinguer tout le truc, tu vois. Je veux dire. Parce que leur truc était huilé. Enfin, je veux dire, a priori, il n'y a pas de souci. Tu veux. Sauf que la France Insoumise devient un mouvement. C'est là où ça m'intéresse. Je sais pas Mélenchon le problème. Le problème, moi, j'ai regardé les meetings. T'avais plein de jeunes. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le système électoral est tellement bien foutu, tellement verrouillé, si tu veux, que je ne crois pas du tout à une possibilité, personnellement, à une possibilité de ce côté-là. En plus, Mitterrand a fait un truc génial, obscènement génial, en inventant le Front National. C'est-à-dire que le coup de génie de cette ordure, enfin pour moi Mitterrand est une ordure, le coup de génie c'est de promouvoir l'extrême droite et le Front National. Il y a des militants socialistes qui vont dans les villes du Nord pour convaincre des gens de faire une liste FN, etc. Parce qu'à ce moment-là, il va déplacer la lutte des classes vers la lutte des races. C'est-à-dire que ça c'est toute la logique de la politique de la ville, c'est ça. La politique de la ville, c'est de dire dans les quartiers, ce ne sont pas des pauvres et des exploités qui font cramer des bagnoles, c'est des Arabes qui n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'ils viennent d'une culture différente, d'accord? Et donc tout ce truc-là va fonctionner à merveille, c'est-à-dire qu'on va se retrouver être de gauche très rapidement avec Jean-Louis Bianco qui va créer SOS Racisme. Être de gauche, ça va plus être anticapitaliste, ça va être antiraciste, d'accord? Et ça va marcher. Ça va marcher. Il y a un appareil idéologique d'État qui est le ministère de la Culture qui va faire son boulot, etc. Et donc on va arriver très rapidement à une situation où être de gauche, en gros, c'est être antifasciste. C'est combattre le Front National. Ce qui est aberrant. Mais c'est magique. C'est magique parce que du coup, élection présidentielle après élection présidentielle, on a Macron-Le Pen, on a, je veux dire, Jospin-Le Pen, je ne sais plus qui, Chirac-Le Pen, je ne sais plus qui c'était Chirac-Le Pen. C'est génial. C'est génial ce truc. Je veux dire, tu divises les catégories populaires, d'accord, avec les bons et les méchants. Et les méchants, c'est l'extrême droite. Et surtout, tu ne parles pas à l'extrême droite. Ça, c'est le drame de Chouard. Je veux dire, Étienne Chouard, qui est un ami, ce qui lui arrive, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Étienne dit, mais arrêtez vos conneries. Si on n'avait pas eu les voix de l'extrême droite avec les voix de l'extrême gauche, on n'aurait pas voté non au traité constitutionnel européen. Donc il dit, il faut absolument récupérer les gens qui votent à l'extrême droite et les séparer de leur chef. Enfin, tu vois, je veux dire, tout son discours. Et donc, en France, le tabou absolu, c'est on ne parle pas à l'extrême droite. On la diabolise, on l'ostracise. D'où l'histoire des ronds-points. Je suis antifa, hein, donc je suis antifa, ça c'est génial. C'est-à-dire je me déclare antifa, donc immédiatement j'ai une vertu. J'ai pas besoin de rien faire, j'ai pas besoin. Je suis contre le fascisme. Tu vois, bonjour le scoop, tu vois. Je trouve qu'Hitler c'était pas bien. Tu vois, je veux dire, ça va quoi. Je veux dire. Donc si tu es tous ces gens qui se décernent comme ça un brevet d'antifascisme, décident qu'il faut ostraciser tous les gens qui sont pas clairs avec le Front National, ok, donc c'est toute l'histoire des confusionnistes, avec derrière cet argument qui est un argument de droite, qui est les extrêmes se rejoignent, d'accord, Le Pen, Mélenchon, même combat, ça c'est un argument de droite, c'est complètement aberrant, enfin je veux dire, moi j'ai tracté en 2005 pour le non au traité constitutionnel, et c'est vrai qu'il y avait aussi des gens qui venaient voir en disant, ouais, vous avez raison, il y a trop d'étrangers en France. Et je leur dis, attendez, on discutait, tu vois, je dis, on vote non pas pour les mêmes raisons, vous et moi, mais et puis tu discutes, et vous êtes sûr que c'est les étrangers le problème, enfin, tu vois, voilà. Le piège électoral, c'est ça, le piège électoral, c'est que maintenant qu'on a ce système qui est très installé avec l'extrême droite et avec les gens qui disent il faut combattre l'extrême droite, c'est la priorité, c'est de combattre l'extrême droite, d'accord, on est baisé. Enfin, je veux dire, le système électoral est plombé définitivement, c'est-à-dire que tu peux plus avoir, il faudrait une gauche qui retrouve la lutte des classes et qui recomprennent que le problème des banlieues c'est pas un problème des Arabes, d'accord, c'est un problème de lutte des classes. D'où Charlie, d'où Allah Akbar, d'où, enfin tu vois, je veux dire 35 chefs d'État dans les pires crapules du monde qui défilent dans Paris, enfin tu vois, je veux dire, la manip elle est grosse quoi, tu vois, je veux dire. Bon bref, vous n'avez qu'à pas me poser de questions. Si tu ne raisonnes plus qu'en termes de contrat entre des personnes, tu peux plus penser la notion de bien commun. Le projet de l'Union européenne est un projet totalitaire. Je suis extrêmement clair avec ça. C'est un projet totalitaire marchand, c'est-à-dire c'est un projet qu'on appelle néolibéral parce qu'effectivement il prend sa source
chez une bande d'intellectuels américains juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui est un contre-projet à ce qui est en train de se mettre en place avec l'ONU, etc. Après 1945, on met en place des grandes politiques publiques, des grands services publics pour qu'il n'y ait plus jamais ça. C'est-à-dire, on essaie de réguler le capitalisme avec un gars qui s'appelle Keynes. Au même moment se met en place une contre-révolution, c'est-à-dire une petite clique, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, des gens comme ça, vont théoriser le contraire, c'est-à-dire une société dans laquelle il n'y a plus du tout de service public. En partant de l'idée, dont on peut discuter par ailleurs philosophiquement, pourquoi pas, qu'une société dans laquelle tous nos rapports seraient des rapports marchands, réglés par un rapport contractuel, si tu veux, serait une société en paix. En gros, c'est ça l'idéologie néolibérale, c'est que si on ne veut plus de guerre, c'est le marché, si tu veux, qui régule le mieux ça. Et donc ils vont théoriser une société débarrassée de toute forme de service public, donc de toute forme de bien commun. C'est le bouquin de Michéa que je suis en train de lire là-dessus, dans lequel il montre que si tu ne raisonnes plus qu'en termes de contrat entre des personnes, tu ne peux plus penser la notion de bien commun. C'est-à-dire que par exemple, que François Pinault gagne, qu'il ait 65 milliards d'euros, ou qu'un joueur de foot se vende 100, 200 millions, du point de vue néolibéral, du point de vue du rapport contractuel entre des gens, ça ne pose pas de problème, d'accord ? Du point de vue du bien commun, ça pose un problème moral. C'est-à-dire que tu es capable, toute personne est capable est fondée à dire il y a un truc qui ne va pas dans le fait que quelqu'un puisse gagner autant d'argent. D'accord ? Mais ça ne peut être que fondé sur une conception de la société où il y a le sens du commun. Si tu enlèves ça, c'est le projet néolibéral, s'il n'y a plus que des rapports de contractuels intra-individuels, ça ne pose pas de problème. Et donc le projet de l'Union européenne, c'est une société totalement débarrassée de toute forme de service public. Pour faire passer ça dans les esprits, il faut un travail de manipulation conséquent, et ça va passer par le langage. La langue de bois dans laquelle on est engagé, au moins depuis la fin des années 70, grosso modo, on fait dater ça à Reagan et Thatcher. Après Tony Blair, et puis en France, Jospin, Mitterrand, toute la bande. Faire accepter ça dans les opinions publiques, ça suppose un travail de l'opinion publique, qui en France est mené par un think tank ultralibéral qui s'appelle l'OCDE, qui va fournir aux hommes politiques des éléments de langage pour faire passer ça. Par exemple, actuellement, vous avez une destruction totale de la formation professionnelle en France. Le nom de la loi qui met ça en œuvre, c'est la loi sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. C'est un langage qui paralyse la pensée. C'est-à-dire que si tu travailles pas ça, si tu n'es pas payé pour être intellectuel, tu n'as pas grand-chose à opposer à une loi sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. C'est chouette. Tu n'as rien à dire à la démarche qualité. C'est bien la qualité. Tu n'as rien à dire à l'autonomie des universités, à l'harmonisation des diplômes, enfin toutes ces jolies choses. Le vivre ensemble, tu vois, des trucs comme ça. Il y a une offensive intellectuelle, il faut vraiment le comprendre ça, parce que les gens se disent non, ça c'est complot. Pas du tout. Je veux dire, vous avez le livre de Case Dixon qui s'appelle Les évangélistes du marché, qui montre très très bien comment c'est organisé, par où ça passe, quels sont les lieux, quels sont les endroits. C'est un livre très sérieux. Et donc il y a une offensive idéologique coordonnée, si tu veux, qui passe par du langage. Je veux dire, la croissance négative, tu vois. Mais ils savent ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, c'est pas des gags. Ils s'amusent pas. Développement durable, commerce équitable. Ils savent ce qu'ils font. Et donc, je réponds à ta question. Pourquoi des ateliers de désintoxication ? Parce qu'il est temps qu'on lance une contre-offensive, enfin, si tu veux. Parce qu'en face, ils bossent, quoi. Enfin, tu vois. Encore faut-il que quelqu'un le dise. Or, comme ce langage est totalement positif, tout le temps positif, il faut que quelqu'un arrive en disant attention. Vous êtes en train de vous faire avoir, on est en train de se faire avoir. C'est très difficile, les syndicats par exemple sont très 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 coincés avec la démarche qualité. Parce qu'il faudrait qu'ils attaquent un concept qui est celui de la qualité. Alors, tu vois, c'est difficile à faire. L'évaluation, comment tu peux être contre une évaluation ? Sauf que c'est pas de l'évaluation, c'est du contrôle, c'est le contraire d'une évaluation. Mais encore faut-il le comprendre et le formaliser pour le refuser. Tu vois, syndicalement, comment tu refuses une évaluation ? Mais il faut montrer que c'est pas une... Enfin, c'est compliqué, si tu veux. Parce que c'est Orwell, hein, c'est Orwell. Alors, il a tout inventé en 1945. Il a dit, si vous voulez transformer un pays en pays totalitaire, c'est très simple. Hein. Pas la peine d'avoir des armées qui défilent dans les rues. Vous changez le vocabulaire, vous mettez que du vocabulaire positif, vous enlevez tout le vocabulaire négatif.
C'est ça le gag dans 1984. Dans 1984, je ne sais pas si vous vous rappelez, le boulot du héros, c'est de supprimer les mots négatifs du vocabulaire. Et donc, il tombe sur le mot mauvais. Il dit mauvais, ça sert à rien. Il y a mauvais, il y a bon. Et en fait, c'est con. On n'a pas besoin de mauvais, il suffit de mettre un bon. Et donc, il dit à partir de maintenant, mauvais n'existe plus, il y a bon et un bon. Sauf que un bon, c'est pas pareil que mauvais. Et ben moi, j'ai un spectateur qui est venu me voir un jour qui m'a dit monsieur, je viens de me faire décruter. Il s'est pas fait licencier, il s'est pas fait virer, il s'est pas fait jeter, il s'est fait décruter. Recruter, décruter. Ça va quoi. Et ben oui, mais sauf que ça paralyse l'action. C'est-à-dire que cette personne qui vient de se faire décruter, comment elle va gueuler? Donc le terrain du langage nous semble un terrain de bagarre très très important, mais voilà. Petite bourgeoisie intellectuelle, c'est les profs, c'est moi, c'est toi. Et en fait, tous ces gens-là, de quel côté ils vont basculer? Mais le mouvement des Gilets jaunes a été exemplaire de ce point de vue-là. Ils ont massivement basculé du côté de la bourgeoisie et pas du côté des Gilets jaunes. Formidable. Formidable parce qu'il rappelle qu'il y a une classe qui s'appelle la bourgeoisie et que ça serait bien de comprendre que c'est une classe et qu'elle est organisée, qu'elle défend ses intérêts et qu'elle est con comme ses pieds. Très bien. Alors le problème du Capital, c'est que c'est trop dur à lire. Donc il faut absolument, pour ceux qui ont envie de se taper Marx, il faut commencer par des trucs faciles à lire de Marx. Mais c'est le 18 Brumaire, c'est d'autres trucs que le Capital. Le Capital, on n'a pas fait mieux, mais c'est mieux de lire des livres qui parlent du Capital que de lire le Capital. Ben là, je suis mort de rire, je suis tombé sur Marx par Trotsky. Je fais ouais. Et donc en fait, je savais pas, mais Trotsky a écrit un bouquin de vulgarisation du Capital pour expliquer calmement le Capital. Je dis wow. Et donc je suis en train de le lire, c'est génial. Après, il faudrait faire Marx par Trotsky par. Alors Debord, non mais. Le problème, c'est que tous ces bouquins, ils sont pas évidents à lire, si tu veux, enfin, à part Bégodeau. Mais les deux que tu me donnes là, c'est des bouquins qui s'adressent à la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est très important. Je vais dire un truc. Il y a un mec qui s'appelle Gramsci, qui crée le Parti communiste en Italie. Il comprend un truc. Il dit en fait, Marx pense qu'il y a deux classes. Il y a les prolétaires et les bourgeois. Les bourgeois sont ceux qui possèdent les outils de production, qui font travailler les autres qui possèdent rien. Bon, d'accord, ok. Sauf qu'il dit, en fait, non. Il y a une troisième classe entre les deux, une classe tampon qui est la petite bourgeoisie intellectuelle. Et en fait, tout l'enjeu de la lutte des classes, c'est de savoir de quel côté elle va basculer. Et donc, les conférences gesticulées, elles s'adressent à la petite bourgeoisie intellectuelle. La petite bourgeoisie intellectuelle, c'est les profs, c'est moi, c'est toi, enfin, c'est Maïf, Camif, Télérama, enfin, tu vois, c'est les gens qui n'ont pas de capital financier, mais qui ont un capital culturel, qui comprennent, qui sont... Tu vois. Et en fait, tous ces gens-là, de quel côté ils vont basculer? Mais le mouvement des Gilets jaunes a été exemplaire de ce point de vue-là. Ils ont massivement basculé du côté de la bourgeoisie et pas du côté des Gilets jaunes. Enfin, moi, ce que j'ai vu, enfin, si tu veux, à cause du gag du Front National, à cause du racisme. Ouais, les Gilets jaunes sont racistes. Bah oui, on l'a vu, hein, le truc avec Finkielkraut, c'était quand même extraordinaire. C'est magnifique, tu vois. Je veux dire, c'est génial, tu vois. Ouais, la preuve, ils sont antisémites, les Gilets jaunes sont antisémites. Ouais, trop bien. Et donc, le problème d'un truc comme ça, c'est que lui, il s'adresse à la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est super, c'est pas évident à lire parce que ça fonctionne. Mais en gros, il dit un truc génial là-dedans. Il dit, il comprend la pensée unique un peu avant tout le monde. Et il dit, on va dans une société où la seule chose qu'on va nous dire, c'est ce qui est. Et ce qui apparaît est bon et ce qui est bon apparaît. Enfin, l'idée de la société du spectacle, c'est de dire, on va plus pouvoir penser la critique. Et on est dans cette société où ça devient extrêmement difficile de penser la critique. C'est pour ça que je trouve que Macron est con d'envoyer l'armée et les flics. Je trouve qu'en faisant ça, il nous repermet de comprendre qu'on est l'objet d'une agression. Tu vois le truc. Alors qu'il jouerait plutôt ça, ça serait plus malin. Je veux dire, je suis sûr qu'il pouvait récupérer les gilets jaunes. Il avait une façon de le faire. Au lieu de ça, il envoie l'armée, il envoie les flics pour tirer sur les gens. Donc ce que dit Guy Debord là-dedans, c'est on va bientôt plus pouvoir comprendre l'agression, parce qu'on est en train de nous mettre dans une société
où il n'y a plus que des images, enfin il n'y a plus de rapport réel entre nous, et donc on pourra juste constater l'état du monde, et voilà, bref. Bon, Guy Debord. Oui, mais tu me donnes tous les trucs qui marchent bien. En fait, c'est pas la peine de les sortir, je les ai tous là-haut. Donc. Juan Branco, il est très critiqué, oui, il fait sa star, machin, etc. Non, moi je trouve ça très utile, si tu veux, parce qu'il montre le système de l'intérieur, de là où il vient. Et là encore, c'est très utile qu'il y ait des dénonciations. Systématiquement, l'attaque qui est faite contre ces gens-là, c'est de dire qu'ils jouent le star system. Donc on va attaquer Onfray, on va attaquer tous ces gens-là. Je veux dire, oui, si tu veux, mais en même temps, ils y vont, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, ils y vont. Je trouve Étienne courageux, Étienne Chouard, si tu veux. Je veux dire, avec ce qu'il prend dans la gueule. Je veux dire, heureusement qu'il y va, quoi. Je veux dire, et d'ailleurs, Ruffin a été très chouette avant qu'il fasse marche arrière. Quand Ruffin a dit, je trouve que il faut rendre hommage à Étienne Chouard parce que le RIC, c'est grâce à lui. Donc tout le monde, il s'est pris le Mont Blanc sur la gueule, donc il a fait marche arrière en disant ouais, j'ai peut-être parlé trop vite, mais n'empêche que ce que dit Ruffin, c'est je suis désolé, quand je vais sur les ronds-points, c'est de Chouard dont on parle, et donc je l'atteste, je fais pas semblant que tu vois, voilà, et j'ai trouvé ça très chouette. Non, je l'ai pas. Je sais pas quoi penser de Mélenchon. J'aime bien l'écouter parler. Je trouve que c'est vrai que c'est un brillant orateur. Est-ce qu'il fait Apparemment, il se met à faire du tort au mouvement lui-même, c'est ce que disent les gens. Moi, ce mec m'est sympathique. Je voudrais pas être à sa place. Je veux dire, moi, je prends pas des risques pareils. Prendre la tête d'un mouvement politique, t'imagines. Enfin, je veux dire. Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut sur Mélenchon. Il a été socialiste, il était mitterrandien, il était ceci, il était cela, il y a tous ces machins-là, c'est sûr. Si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est que derrière lui, il y a la France insoumise. En fait, moi, comme je crois pas à l'élection, je pense que même si Mélenchon avait été élu, je suis pas certain que ça aurait changé grand-chose. On l'a vu avec Tsipras en Grèce. Si tu veux, les mecs sont élus et ils peuvent rien faire parce qu'en face ils ont la Troïka, etc. Il faudrait sortir de l'Union Européenne et ça Mélenchon ne propose pas. Les seuls qui le proposent sont des gens qui font 1%. Enfin, tu vois, c'est comment il s'appelle le mec de l'UPR, Asselineau. Et puis quelques intellectuels comme Lordon qui osent dire il faut sortir de l'euro, par exemple. Mais donc à part ces mecs-là. Donc si tu, je sais pas quoi dire de Mélenchon. C'est un chef de parti dans un système. Moi, je crois pas que l'élection changera quoi que ce soit. Enfin, c'est Coluche qui disait si l'élection changeait quelque chose, elle serait interdite. Donc Mélenchon, je trouve que son intérêt, c'est que sa personnalité a coalisé un mouvement qui est la France Insoumise, qui est en train apparemment de se défaire, de se barrer en cacahuète. Je sais pas qui va prendre la suite de Méluche, j'imagine que ça va être Ruffin ou un truc comme ça, je sais pas. En même temps, la France Insoumise a été un vrai mouvement, c'est-à-dire c'était un mouvement populaire, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça m'intéresse. Du coup, je suis pas fâché, enfin je suis pas un ennemi de Mélenchon parce qu'il y a la France Insoumise derrière. La révolution, c'est pas l'utopie. La révolution, c'est de pousser dans le capitalisme ce qu'il y a de révolutionnaire au sein du capitalisme, déjà. Le seul avenir crédible à gauche. J'en vois pas d'autre. Bernard Friot, c'est un mec que je rencontre quand je suis directeur de MJC en 91. Je fais intervenir un gars qui s'appelle Hervé Lotel à Nancy qui travaille sur la marchandisation du secteur associatif, et lui me dit j'aimerais vous amener un collègue intéressant. Il m'amène Friot. Friot fait une conférence de 2 heures que j'enregistre. En gros, on comprend rien, mais ça a l'air important. Mais il est tellement perché dans du marxisme plus 12. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est que des années, 20 ans plus tard, quand se pose la question d'organiser une conférence gesticulée sur la question du travail, je repense que j'ai ces bandes quelque part. Et avec Gaël, avec qui on va faire une conférence sur la question du travail, les retraites, etc., on se réécoute. Je lui dis écoute, j'ai un truc, je voudrais ton avis. On écoute cette conférence, c'est avec des micro-cassettes, je me rappelle. On comprend rien, mais on a l'impression que c'est important. Et donc Gaël dit bon, papier, stylo, on se la repasse. Et donc on rentre dans la logique Friot,
qui est absolument décisive en fait. Et du coup, on va parler de Friot sur scène. Du coup, des gens vont se mettre à aller voir ce qu'écrit Friot, et son bouquin va passer d'un tirage, je crois, de 1000 à 16 000, enfin un truc hyper bizarre, et lui, il comprend pas ce qui se passe. En fait, il comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il découvre qu'il y a des gens qui, avec des conférences gesticulées, vulgarisent son travail. Donc, il nous vient, enfin, on se rencontre, il nous remercie, tout ça. Et je lui dis, Bernard Friot, vous devriez faire une conférence gesticulée. Il me dit, certainement pas. Chez lui, tu vois, tout ce qu'il dit est cité, vérifié, tu vois. Et donc, je lui dis, bah, c'est dommage parce que ça amènerait une dimension polémique à votre travail. Il me dit, la polémique est l'arme des faibles. Donc, je lui dis, je vous remercie. Donc, il dit, je ne dis pas ça pour vous, enfin, tu vois. Et bien, en fait, le père Bernard, il va tout doucement comprendre qu'il faut qu'il vulgarise son travail, si tu veux, et que c'est pas avec ça qu'il va y arriver. Ça, c'est comme le Capital, c'est-à-dire c'est des ouvrages absolument fondamentaux et totalement illisibles. Et donc, on va lui faire des conférences gesticulées, et quand il parle, il est plus clair, et on va commencer à comprendre ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est que c'est l'idée, pour moi, la plus importante pour la gauche actuellement, c'est que la révolution, c'est pas l'utopie. La révolution, c'est de pousser dans le capitalisme ce qu'il y a de révolutionnaire au sein du capitalisme, déjà. En l'occurrence, la sécurité sociale. La sécurité sociale est un système totalement anticapitaliste. Totalement. Donc Bernard Friot remet l'accent sur qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est que le régime général de sécurité sociale, pourquoi c'est totalement anticapitaliste, et pourquoi il faut pousser ça, c'est-à-dire pourquoi il faut se battre pour augmenter les salaires et augmenter les cotisations patronales et non pas les diminuer. Alors ça permet de comprendre plein de choses. Ça permet par exemple de comprendre que la revendication des Gilets jaunes en termes de pouvoir d'achat, c'est une erreur. Il ne faut surtout pas réclamer du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ils rêvent que de nous... Ils sont tout à fait d'accord pour nous filer du pouvoir d'achat. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est nous filer du salaire. C'est très différent. C'est-à-dire que quand ils augmentent le net en baissant le brut, on a l'impression qu'ils augmentent nos salaires, puisque dans la poche, on a un peu plus. Mais en fait, en échange, ils nous baisent les retraites, ils nous baisent la sécu, ils nous baisent l'hôpital, ils nous baisent le... Tu vois, je veux dire, ils nous baisent le chômage, en échange. Et donc, si tu veux, ça c'est le coup de génie de ces ordures, si tu veux, c'est de dire, on augmente le net. Et donc les gens se disent, bon, ça va, on a du pouvoir d'achat. Pas du tout. Ils perdent du salaire, clairement, à ce moment-là. Et donc c'est Bernard Friot qui a permis de recomprendre, pour ceux qui avaient envie de s'y intéresser, ce que c'est que le salaire. Et le salaire, c'est pas le salaire net. C'est le salaire total, c'est-à-dire le salaire, c'est l'hôpital. Et donc Bernard Friot, il milite pour ce qu'on a appelé longtemps le salaire à vie, qui a été très très mal compris, qui est en fait le salaire à la qualification de la personne, c'est-à-dire qu'une grande partie, plus de 50% de la population est déjà en salaire à vie, c'est-à-dire les retraités sont en salaire à vie, c'est-à-dire c'est du salaire qui leur est maintenu jusqu'à leur mort. La fonction publique, c'est du salaire à vie. La fonction hospitalière, c'est du salaire à vie, c'est-à-dire c'est du salaire qui ne dépend plus de ton emploi, qui est attaché à ta personne. Et donc l'idée de Bernard Friot, c'est de généraliser ça à la totalité des salaires, bien sûr, c'est-à-dire de généraliser la sécu avec une caisse comme il y a une caisse de sécurité sociale, faire une caisse de sécurité économique, c'est-à-dire que ça soit plus l'employeur qui te verse ton salaire, que tout ça soit mutualisé, etc. Donc c'est la seule perspective révolutionnaire à gauche aujourd'hui, c'est Bernard Friot, il n'y en a pas d'autre. Après, il faut rentrer dedans, il faut comprendre ce qu'il raconte, mais on peut le faire. À mon avis, il ne faut pas passer par les bouquins. Il faut regarder ce qu'il dit sur Internet, ça va très bien, ça marche très bien. Les bouquins, ils sont tellement universitaires que tu vas prendre de la violence symbolique, c'est-à-dire tu vas dire je suis trop con en fait. Bon courage aux gamins d'aujourd'hui. Eux, ils vont vivre la sortie du capitalisme, c'est sûr, dans les 30 prochaines années. Tu l'as déjà lu? Donc j'ai pas lu La Zone du dehors, mais La Horde du contrevent est ce qui m'est arrivé de plus puissant en lecture ces 10 dernières années. Et là je suis dans les furtifs, mais j'y vais doucement parce que j'ai envie de prendre mon temps. L'équivalent d'un ordinateur que tu as acheté il y a 10 ans, ça tient dans un grain de riz aujourd'hui. Et donc ils sont en train de miniaturiser au niveau du grain de sable, au niveau de la poussière. Ça veut dire qu'on va pouvoir te coller dans la peau, dans tes vêtements, dans ce que tu bouffes,
On va pouvoir te coller l'équivalent de la puissance de 10 ordinateurs pour contrôler ce que tu fais, et ça arrive dans les 10 années qui viennent. Donc on est en train de passer dans une société où on ne peut absolument plus prévoir ce qui va se passer, sauf qu'on est dans une société de contrôle total, quoi. De contrôle absolu. On va pouvoir vérifier tout. C'est pour ça que Facebook est dangereux et qu'on ne devrait pas l'utiliser. Et donc Damasio, il parle de ça, quoi. Il pose la question de qu'est-ce que ça serait une société où il y a plus de... où on est totalement surveillé tout le temps. Après, je me demande ce que serait une société dans laquelle il n'y aura plus de transgression possible. Parce que, tu vois, on pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire, par exemple, avec le fichage des empreintes génétiques, il ne pourra plus y avoir de viol. Enfin, il ne pourra plus y avoir de viol dans la mesure où si tu commets un viol, tu vas immédiatement te faire gauler. Donc on pourrait dire, bon, c'est bien. Sauf qu'une société où il n'y a plus du tout de transgression possible, tu peux plus voler, tu peux plus rien faire de transgressif si tu veux, où va se déplacer la transgression? Là, j'ai un copain qui vient d'avoir un petit garçon qui s'appelle Marius, qui a 6 mois. Moi, j'en ai plus pour très longtemps, je pense que je vais mourir dans quelques années, mais bon courage, quoi. Bon courage aux gamins d'aujourd'hui. Eux, ils vont devoir sortir du capitalisme et eux, ils vont vivre la sortie du capitalisme, c'est sûr, dans les 30 prochaines années, moi je pense. Ils vont, au pire, enfin, tu vois, ils vont vivre la sortie du capitalisme, les jeunes générations d'aujourd'hui. Moi, ça va, j'ai connu les 30 glorieuses, là. J'ai acheté un moulin à crédit. J'ai pas connu de guerre, je suis vraiment la bonne génération. Je suis juste après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis la première génération dans l'histoire qui n'a pas connu de guerre, qui n'a pas vécu de guerre. On sait que 80% des emplois dans les 10 années à venir sont des emplois ne nécessitant aucune qualification et 20% sont des emplois ultra qualifiés. Donc si tu veux, l'éducation nationale qui est un système qui fabrique du bac plus 4, du bac plus 5, il n'y en a plus besoin. Si t'as un gosse aujourd'hui, c'est simple, soit il a 2 thèses et un master aux États-Unis et tu le cravaches pour qu'il fasse des grandes écoles et des prépas et tout ça, il y a une petite chance de rentrer dans le système, soit tu lui fous la paix, je dirais, il va être rien, enfin tu vois, ils sont en train de tout détruire, mais c'est l'informatique qui fait ça, c'est-à-dire que les gens sont tout au début de comprendre. Il y a un truc qui arrive sur la gueule, mais ils sont pas nombreux encore à le comprendre. Enfin, tu vois, là, la bagnole qui se conduit toute seule, je sais pas si tu vois le nombre de métiers que ça va foutre en l'air. Enfin, tous les métiers du transport disparaissent du jour au lendemain, blâme. L'ordinateur quantique, qui va arriver dans quelques années, si tu veux, il a une telle capacité de calcul et de rapidité. Tu peux contrôler la totalité des mouvements d'une population, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent à la seconde. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un truc de fou. Enfin, je pense que la science-fiction est complètement dépassée. On va vers une société qui est tellement totalitaire, mais bientôt tellement répressive que il va y avoir violence, il va y avoir révolution. Enfin, c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, moi, c'est un mouvement, c'est un des derniers mouvements humains, enfin, si tu veux, qui se manifeste et qui montre que il y a de la possibilité de révolte, de subversion et de dire merde. Mais t'as vu en face comment il s'en sert, enfin, je veux dire, comment il le récupère, comment il le réprime. Et en même temps, il y avait des moments intéressants. Les Gilets jaunes, ils avaient l'air paumés quand même. Ce que j'ai trouvé fabuleux dans les manifs du samedi, c'est qu'il n'y avait pas de manif. C'est-à-dire que les gens se contentaient d'être là. Enfin, on est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est juste on est là, on se balade, on fait rien. Tu vois, et ça les rendait dingues. Ils disaient, mais manif, Bastille, République. Donc tu vois comment être subversif, c'est enfreindre les règles classiques du militantisme. C'est pour ça que les partis sont foutus. Enfin, parti de gauche, l'autre, Hamon. Les gens qui me disent, ouais, mais là, cette fois-ci, c'est un vrai socialiste. Ouais. Et tu vois comment il propose le revenu universel, c'est génial par rapport à Friot. Enfin, comment il détourne l'idée du salaire à vie en le remplaçant par le revenu universel. Le revenu universel, c'est ce qu'ils vont nous filer, c'est sûr. On l'a dans pas longtemps, c'est sûr. Tiens, prends ça et ferme ta gueule. J'ai une nana sur Facebook, je m'énervais contre le revenu universel à 800 €. Elle m'écrit dans les commentaires, mais moi 800 €, ça me suffit pour vivre. Et je lui dis, mais prends un mégaphone et va le crier devant le MEDEF, vas-y, te gêne pas, enfin, va leur dire. Si 800 € ça te suffit pour vivre, mais qu'est-ce qu'on se fait chier à te donner plus, hein, tu vois. Va dire à un ouvrier qui peut vivre avec 800 € par mois et puis qui devrait être vegan, il va te mettre son poing dans la gueule, quoi, tu vois. Tu connais le proverbe vegan, on ne fait pas d'omelette.
une seule solution à la révolution. Enfin, j'ai pas d'autre truc, si tu veux. Et donc, je ne crois qu'à une seule chose, c'est la révolution, et la révolution violente. T'as un message pour les générations à venir? Bon courage. Non, je suis totalement pessimiste. Enfin, je veux dire, je suis beaucoup plus pessimiste que les pires des effondriers, des collapsologues. Là. Enfin, je veux dire. Mais ça fait un moment que je suis comme ça. Enfin, je veux dire, en 85, il y a une nana qui s'appelle Viviane, l'horreur économique Viviane Forester. En gros, elle pige un truc. Elle dit, ok, on est à 10% de chômeurs. Elle dit, vu comment ça c'est en train de se dessiner avec les suppressions de postes et avec l'informatique qui remplace tout ça, on va aller vers beaucoup plus. On va aller rapidement vers 25% de la population qui est complètement hors jeu. Alors la question qu'elle pose, c'est tant qu'on est dans une société démocratique, classique, on prend ces gens en charge. Si le système bascule, s'il cesse d'être démocratique, qu'est-ce qu'on fait de la population en trop? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Vous connaissez la blague de l'optimiste et du pessimiste. C'est un optimiste qui rencontre un pessimiste. Et donc le pessimiste lui dit « Oh là là, c'est catastrophique, ça va pas, ça peut pas être pire, ça peut pas être pire. » Et l'optimiste répond « Mais si, mais si. » Et je pense que ça va être dingue, si tu veux. Donc moi, j'ai une seule solution, la révolution. Enfin, j'ai pas d'autre truc, si tu veux. Et donc je ne crois qu'à une seule chose, c'est la révolution, et la révolution violente. C'est-à-dire que la seule chose qui nous sortira de la merde, c'est la violence. Donc l'activisme d'aujourd'hui, l'activisme non violent en fait, tu crois que ça sert à quelque chose? L'activisme non violent? Ouais. Non. Ça sert à rien? Ça sert pas à rien. Je suis pas du tout pour la non-violence. Attention, il faut qu'on se mette d'accord. Hein. Je vous parle de la violence révolutionnaire. Hein. Je veux dire, moi je suis comme tout le monde, hein. J'aime pas la violence. Hein. La question que je pose, c'est la question de la violence révolutionnaire. C'est-à-dire face à la violence d'État qui se traduit par la démolition complète de l'hôpital, par toutes ces choses-là, je ne crois pas à l'activisme non violent, bien sûr. Je veux dire, c'est cette blague, cette fable que Gandhi a chassé les Anglais. Je veux dire, ou Martin Luther King, le pauvre Martin Luther King, il est choisi par le pouvoir présidentiel américain pour calmer le jeu parce que les Black Panthers et tous les autres sont en train de faire péter partout à coups de dynamite. Je veux dire, bon bref, ce qui arrête la guerre du Vietnam, c'est pas le flower power. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a 256 bâtiments qui volent en éclats sur les universités américaines qui sont dynamités. Enfin, tu vois. Mais bon, donc la violence révolutionnaire, c'est la seule solution. Mais c'est une violence qui est une violence collective. Quand je vois qu'on a pleuré sur le Fouquet's, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du Fouquet's? Enfin, c'était un bonheur, le Fouquet's. Mais alors après, c'est illégal, on est d'accord. Enfin, dans un système de démocratie représentative, la violence révolutionnaire est totalement illégale. Donc ça veut dire que si tu es pour la violence, tu es pour une violence illégale. C'est-à-dire que tu te mets hors la loi, même déjà en l'affirmant. Tu peux aujourd'hui te faire condamner si pour des attentats, pour des propos qui sont des propos d'appel à la violence, d'appel à etc., à la sédition. Mais ça a toujours été le cas. Enfin, je veux dire, avant l'instauration du droit de grève en France, l'appel à cesser le travail était puni de 25 années d'emprisonnement. L'appel à cesser le travail. Tu pouvais faire 25 ans de tôle. Donc, si tu veux, la question de la violence révolutionnaire, c'est qu'elle est toujours en avance sur le droit. C'est la violence qui fait advenir le droit. On connaît aucun moyen. Enfin, la violence est nécessaire pour acquérir des droits sociaux. Il n'y a aucun droit social qui a été acquis sans violence. Ça n'existe pas. L'avortement, quel que soit le truc, tu vois, c'est le patronat, c'est jamais levé un matin en disant tiens, je vais leur filer une nouvelle semaine de congé payé. Tiens, ça va leur faire plaisir. Enfin, ça se passe pas comme ça. Il faut une grève générale. Bref. Donc cette question de la violence, elle est très ambiguë. C'est pour ça que je suis pas en sympathie avec les non-violents. C'est parce que les non-violents condamnent moralement la violence. Et à mon avis, ils commettent une erreur stratégique fondamentale. Je veux dire, ils condamnent le fait violence. Mais c'est débile. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Enfin, s'il n'y avait pas eu de violence, il n'y aurait aucun acquis. Donc, si tu veux, le problème, c'est un problème après de stratégie politique. C'est tout le débat autour de la proposition de Chouard sur le référendum d'initiative constituante. C'est-à-dire que lui, il n'est pas du tout pour la violence. Lui, il dit il faut qu'on écrive nous-mêmes notre constitution, puisqu'une constitution, c'est un objet qui sert à limiter les pouvoirs. La constitution, ça sert à définir
C'est pour ça que c'est pas une constitution, le de 2005. C'est absolument pas une constitution. Ça fait 300 pages et ça donne le pouvoir à toutes les entreprises. Le principe d'une constitution, c'est un texte très court. Hein. C'est de définir, de fixer des limites au pouvoir. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens qui ont le pouvoir de l'écrire, puisqu'ils vont limiter leur propre pouvoir. Donc lui, il milite pour effectivement un principe de référendum constitutionnel. Et c'est marrant le travail qu'il fait sur les ateliers. Enfin, ça commence à faire pas mal ces ateliers constituants, si tu veux, où les gens se rendent compte qu'ils sont capables eux-mêmes d'inventer les articles de la Constitution, que c'est pas si difficile que ça pour limiter le pouvoir des médias, tout ça. Donc lui, il est plutôt dans une logique, je dirais, oui, constitutionnelle, juridique, non violente. Mais le problème, c'est que pour arriver à ça, il va falloir passer par un mouvement de masse. Mai 68, si vous regardez Pompidou, Grenelle, tu tapes Grenelle, INA, Pompidou. Et t'as Pompidou qui lit la liste de tout ce qu'on acquiert. C'est super drôle, enfin, si tu veux, il se perd dans ses papiers tellement il y en a. Augmentation de 30% du SMIC, 30%. Nouvelle semaine de congés payés, droit de syndicalisation dans l'entreprise, convention collective, puis il en oublie, il fait ah oui, puis il y a aussi ça. Mais pourquoi? C'est une grève générale. Il n'y a que ça qui fait peur au patronat, c'est la grève générale. Le patronat t'arrête de produire. Il se met à genoux et il te lâche ce que tu veux. Cette question de la non-violence, c'est comme l'écologie, tu vois. Oui, l'écologie est totalement inoffensive, enfin, je veux dire, tant qu'elle ne s'attaque pas au régime de propriété, tant qu'elle ne s'attaque pas au tabou de la propriété. Et voilà. Oui, tu peux fermer ton robinet, oui. Et puis, voilà. Quand on aura tous fait notre conférence gestuelle, en face, ils seront morts. Parce qu'on aura tous décidé qu'on a une légitimité, qu'on a quelque chose à dire, qu'on est des sujets politiques. Ça révèle un truc que peu de gens comprennent, c'est que la France est un pays extraordinairement répressif. La France a une fausse image de pays cool. Mais ça, alors ça, les sociologues l'écrivent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Comment vous croyez que la France est le 6e pays le plus riche du monde? La France, elle était 5e, elle vient de passer 6, hein, derrière l'Inde, je crois. Mais la France, c'est minuscule. Enfin, vous rigolez ou quoi? C'est 300 fromages, enfin, tu vois. 6e puissance mondiale. Tu rigoles ou quoi? Je veux dire, en France, ça marche à coups de pied dans le cul. La France est un pays terriblement répressif. C'est pas du tout un pays cool. Les relations de travail en France sont monstrueuses. C'est la première productivité par travailleur. Je veux dire, donc c'est un pays qui est démentiellement répressif. Des pays cool, tu veux en voir, tu montes là-haut chez les Norvégiens, tu vois, je veux dire, ils travaillent comme des glands, ils se bourrent la gueule à 5 heures, tu vois, les policiers sont pas armés, enfin voilà, bref. Et donc le fait que ça a été dénoncé par des organismes comme l'ONU et tout ça, enfin tu vois, qui disent quand même vous charriez un peu là, vous y allez un peu fort, enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser des armes de guerre non létales? Mais en même temps ça pousse effectivement Macron et sa bande encore plus dans cette logique. C'est comme Israël, je veux dire, Israël peut pas devenir cool, enfin c'est trop tard, c'est fini. Enfin, je veux dire, donc ils vont aller jusqu'au bout, enfin, ils vont complètement éliminer la Palestine un jour ou l'autre, enfin bref. Et je pense qu'en France on est engagé dans ce truc-là. Dernière question. Enfin, pour moi en tout cas. Comme vous voulez. Qu'aimerais-tu ajouter pour nos lecteurs, nos web spectateurs ou... Venez faire votre conférence gesticulée. Okay. Quand on aura tous fait notre conférence gesticulée, en face, ils seront morts. Parce qu'on aura tous décidé qu'on a une légitimité, qu'on a quelque chose à dire, qu'on est des sujets politiques. Donc, faites tous votre conférence gesticulée. Il y a trop de gens qui, quand on leur dit ça, qui disent non, mais j'ai pas encore assez de choses à dire, j'ai rien à dire, j'ai rien vécu, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent en fait? C'est quoi? Ils ont rien vécu. Enfin, non, mais c'est un peu jargon bavard mon truc, hein, mais bon, vous ferez ce que vous pourrez là-dedans.